Monsieur Marchandeau, enfin sorti de la cohue, s'était réfugié dans le square. C'est là que la nuit l'avait surpris, assis sur ce même banc d'où le paysan et sa femme avaient disparu, sa valise à ses pieds, comme eux leurs baluchons. Il s'était levé enfin, et depuis il rôdait, passant d'une rue à l'autre, nuit contre nuit, d'un pas bégayant mais opiniâtre. Comment reparaître devant sa femme? Comment lui dire? Comme tout le monde, M. Marchandeau avait souvent compulsé, d'une main parfois distraite, ces illustrés de la guerre qui offraient au monde un tel résumé d'horreur qu'il ne semblait pas croyable que personne en pût supporter la vue. Dans ces illustrés, dont certains se vantaient de payer n'importe quel prix les documents intéressants, il lui était arrivé de tomber sur les images d'une exécution capitale, espion passé par les armes. L'homme, la tête basse, les mains liées, une dernière cigarette aux lèvres, marchait entouré de ses bourreaux, et M. Marchandeau avait remarqué qu'il s'en trouvait toujours un pour sourire. C'était à croire qu'il ne pouvait y avoir d'exécution capitale sans ce sourire-là. Qui donc, tout à l'heure, sourirait? Venait ensuite l'exécution proprement dite, l'homme à genoux devant le poteau, les yeux bandés. Ensuite, enfin, et pour conclure, le défilé des troupes devant le cadavre. Il avait regardé ces images non sans émotion, mais avec le sentiment que cela ne le concernait pas directement, que ces choses atroces se passaient dans un univers sans rapport avec le sien, si paisible, que bien sûrement il ne serait jamais fusillé, lui ni personne qu'il connût. Or, il lui arrivait comme à tant d'autres une aventure à laquelle il n'était pas préparé. Il était au spectacle, commodément installé dans un fauteuil, et voilà qu'on le priait durement de vider son siège, de grimper en scène, d'y traîner avec lui sa femme et son fils. Il n'avait pas prévu cela. Naïvement, jusqu'au 2 août 1914, il avait pris la vie pour un conte. On exigeait aujourd'hui, fouet en main, qu'il prît au jeu une part active, sans même lui demander s'il avait au moins appris un petit bout de rôle, s'il savait en quoi consistait le scénario dans son ensemble, et au bénéfice de qui était monté ce gala. Mais il ne savait rien. Il voyait seulement qu'il ne s'agissait plus de spectacle du tout, que la comédie tournait au drame, au vrai drame, que la balle était une vraie balle, l'épée vraiment teintée de sang, le mort, un vrai mort. On fusillait les espions, soit, mais on ne lui avait pas dit qu'on fusillait aussi les insurgés, ni même qu'il y en eût eu. On lui avait fait croire que tout allait à merveille, et que ces milliers de jeunes gens jetés au fumier acceptaient joyeusement leur mort. Il s'était laissé duper sans penser une seconde que la machine meurtrière pouvait aussi se retourner contre lui et contre son fils. Il avait laissé faire, il avait consenti. Il était complice, hélas, de ce sourire qui tout à l'heure accompagnerait Pierre au poteau, complice des prières qu'un tendre aumônier ne manquerait pas de prodiguer à son fils, afin que tout soit en règle, et la mort bien parée. La nuit roulait sur la ville ses gros nuages pleins d'embrun, et monsieur le proviseur marchait. Il avait beau vouloir se duper soi-même, il comprenait qu'au malheur de perdre son fils, ravi d'une manière aussi ignoble, un autre malheur s'ajoutait qui achevait sa ruine. Jamais Claire ne lui pardonnerait. Elle cesserait de l'aimer, peut-être même le haïrait-elle. Il les avait trahis tous les deux. Voilà pourquoi il redoutait tant d'affronter le regard de Claire. Elle ne me le pardonnera pas, et elle aura raison. Un doute amer l'empoignait, celui d'avoir été prodigieusement trompé, de s'être laissé entraîner dans un guet-apens comme un naïf tombé aux mains d'escrocs habiles, d'avoir accepté de jouer, les yeux bandés, tout ce à quoi il tenait au monde. Sur une carte qu'on lui retournait, plus mauvaise que les autres, il découvrait que le jeu tout entier était truqué. Le regard de Claire n'exprimerait peut-être encore que la douleur, et pas déjà la haine, quand il rentrerait. Mais la haine viendrait, et malgré tout ils resteraient ensemble. Dans un moment de lucidité foudroyante, il comprit cela. Elle ne le quitterait pas, il ne partirait pas non plus, ils continueraient à vivre côte à côte, avec en commun cette douleur. Était-ce possible ? Peut-être pas, mais c'était certain.
Il revint encore une fois à la gare. Tout était silencieux, la cour paraissait agrandie dans la nuit. Des lueurs de gaz tremblaient dans les ténèbres autour de la cour, mais la gare elle-même n'offrait pas une lueur, pas même la lueur habituelle de l'horloge. Les arbres du square émergeaient de la nuit comme de gros tisons noyés dans les cendres. Il s'avança sur la place, à petits pas. Où était-ce ? Il aurait voulu retrouver l'endroit jusqu'où il s'était avancé près du barrage. Se rendant compte de la vanité de cette recherche, il haussa les épaules et s'éloigna en frissonnant dans l'humidité de la nuit. Que faire ? Mais que faire ? Sa main se porta machinalement sur la poignée d'une porte, la salle d'attente. Il tourna la poignée et poussa, prenant soin, en passant, de retenir cette porte du bout des doigts. Il la connaissait. Depuis les années qu'il venait là le soir acheter à la bibliothèque son journal préféré. Le temps. Mais la porte lui échappa et se rabattit en rafale, grinça, vibra, avec un long frémissement des vitres, dont l'écho se répercuta dans la salle déserte. Au centre, un poêle ronflait, bourré jusqu'à la gueule. L'employé de service avait dû trop le charger avant de partir. Toute la partie inférieure du poêle était rouge, la partie supérieure blanche. Le tuyau aussi était blanc. Mais il n'y avait personne pour profiter de cette chaleur, pas un vagabond, pas un soldat. Le paysan et sa femme avaient dû trouver un gîte ailleurs, ou étaient déjà repartis chez eux. Transi, M. Marchandeau posa sa valise et tendit les mains au feu. Il resta ainsi un long moment, sans bouger. « C'est ma faute. » Est-ce qu'il n'avait pas prodigué à Pierre les encouragements ? Est-ce qu'il ne l'avait pas envoyé à la mort comme on met quelqu'un à la porte, en le poussant par les deux épaules ? Oui, quelqu'un qu'on hait, pas un fils qu'on aime. J'aurais dû. Quoi ? Lui donner de l'argent et l'aider à déserter ? Pierre n'était pas un déserteur, il était un insurgé. Il n'aurait pas voulu de son argent. Ce qu'il avait fait, il avait choisi de le faire. Pauvre enfant, pauvre dupe, murmura M. Marchandeau, qui n'avait jamais rien fait pour enseigner à son fils autre chose que ce qui s'enseignait, et qui n'avait pour l'héroïsme qu'un respect teinté de suspicion. Il s'écarta du feu. La chaleur était si forte qu'il ne pouvait plus la supporter. La valise commençait à se gondoler. Il la prit, la posa sur un banc et s'assit. Mon Dieu ! Trop tard. Trouver une voiture, courir à Paris. C'était folie que d'y penser, ou trouver de l'essence, et les laisser passer. De toute façon, maintenant, il arriverait trop tard. Que fait Claire ? Il lui avait semblé tout à l'heure, en passant devant le lycée, apercevoir une lueur à sa fenêtre, mais il avait pu se tromper. Il avait beau connaître par cœur ces bâtiments, il était difficile, en pleine nuit, de dire... La lumière pouvait venir de la chambre d'un surveillant, penché sur ses thèmes latins. Ça doit être cela. Il se passa la main sur le front. Malaise. La chaleur l'incommodait. Il ne bougea pas, cependant, recru de fatigue. Il attendit, comme si en face de la mort de son fils, de la douleur de sa femme, sa propre douleur réclamait ses droits. Ses oreilles bourdonnaient et tintaient comme pleines d'eau. Il ne pleurait pas, mais un geignement sourd et bas sortait de sa poitrine. Une plainte barbare, où il reconnut la plainte jadis entendue à la cour d'assises d'une mère écoutant le verdict qui condamnait son fils à mort. Il se leva, reprit sa valise et sortit. La porte claqua derrière lui, grinça et trembla, multipliant dans la nuit l'écho grelottant de ses vers secoués. Le froid le saisit, il frissonna longuement et releva d'un geste machinal le col de son pardessus. Que faire ? Mais que faire ? Il monta sur le petit pont d'où Cripure avait assisté à la scène d'émeute et giflé Nabucet. Des feux luisaient, ceux des signaux épars dans la nuit, d'autres près du quai. Les débris de glace de banquettes, les casques jetés par les hommes, avaient été enlevés et la pluie avait achevé le nettoyage. Il n'y avait pas un bruit, rien que le tendre souffle du vent sur les toits et dans les feuillages. On aurait dit la gare abandonnée d'une ville morte. Il soupira, frissonna et repartit. Des rues, partout des fenêtres closes, des rideaux de fer baissés comme par des mains haineuses,
et de loin en loin des lueurs de gaz, roses empoisonnées de la nuit. La valise pesait comme du plomb à ses doigts raidis sur la poignée. Que dirait-il à Claire? Comment lui dirait-il? Il marchait.